ne suis pas un épidémiologiste, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, encore que maintenant tout le monde le devient. Je ne suis qu'un statisticien, donc j'essaie de vous présenter un peu mon point de vue sur bon, l'IA et aussi la science des données, mais parce qu'il y a beaucoup de regroupements. Alors, je me suis dit, finalement, comme j'y connais rien, je vais demander à ChatGPT de me faire une présentation, écris-moi une histoire de l'intelligence artificielle. Alors, vous pouvez sans doute pas voir le détail, mais comme vous aurez, je suppose, la présentation qui sera disponible. Donc, bon, voilà, j'ai trouvé les choses, c'est pas mal, c'est assez bien rédigé, heureusement quand même, qu'il y a ce sujet, ChatGPT rapprouve proprement. Et donc, parlant de ce qui se passait dans les années 50 et 60, ensuite 70-80, etc. Donc, vous avez un petit cours ici sur voilà, ce qu'est l'IA, ce qu'elle pourra devenir. On peut imaginer que l'IA sera encore plus présente, intégrée dans notre vie quotidienne. On voit bien le style un peu neutre de ce que l'on trouve avec ChatGPT. Bien, alors, je vais quand même rentrer un peu dans le vif du sujet. Essayer d'abord, comme on le fait d'habitude, de partir d'une définition. Et donc la définition que je prendrai, bah, c'est celle que Yann Lequin, alors normalement il y a un espace entre le et quin, mais il a américanisé son nom parce que pour les Américains, les noms bretons, ça marchait pas. Donc faire aux machines des activités que l'on attribue généralement aux animaux et aux humains. Alors, donc à ce compte-là, la robotique peut faire partie aussi de l'intelligence artificielle. Alors, dans l'IA, on va retrouver effectivement essentiellement cette notion d'apprentissage. Alors, et déjà, on voit les deux principaux types d'IA qui se sont d'ailleurs affrontés au cours des décennies précédentes. Donc, il y a l'apprentissage symbolique, donc, qui consistait à représenter la connaissance sous forme de règles et qui avait culminé à un moment donné avec les systèmes experts. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage numérique, donc supervisé et non supervisé, ce qu'on appelle également le machine learning, donc, et dont le connexionnisme, c'est-à-dire les réseaux de neurones, est certainement donc la partie la plus vivante à l'heure actuelle avec l'apprentissage profond. Et puis, depuis peu de temps, donc, il y a l'IA générative avec effectivement ChatGPT, donc l'IA qui génère des textes, des images, des sons éventuellement, puisque on parlait dans les journaux ce matin d'avoir de l'IA qui va faire de l'interprétation pratiquement simultanée et aussi faire du doublage de films. Et ce qui m'a intéressé un petit peu, c'est que l'histoire de l'IA est pratiquement indissociable de celle de l'informatique. Alors, si on remonte très loin dans le temps, et bon, les spécialistes de l'IA disent que vous aviez Ramon Lull, vous voyez, au XIIIe siècle, eh bien, qui avait inventé des machines. C'est un peu comme la machine de Turing, hein, c'était des machines virtuelles. Donc il avait inventé des machines logiques, donc qui étaient basées à partir de, vous voyez, des espèces de roues, c'était comme des règles à calcul. Donc vous faisiez tourner des roues, et puis en fonction de ce que vous obteniez, bah, vous pouviez regarder si un syllogisme était correct ou pas. Donc bon, l'idée au départ, c'était de se dire, si on veut faire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'une machine fasse comme un homme, pourquoi ne pas représenter l'homme comme une machine? Donc, si l'homme est une machine, donc on pourra facilement faire des machines qui imitent l'homme. Donc ça a été un peu les précurseurs, donc alors avec des idées par derrière, puisque Ramon Lull était un théologien, donc il cherchait effectivement à obtenir des preuves de l'existence de Dieu avec des petites machines, mais qui étaient des machines virtuelles. Alors ensuite, vous avez eu Descartes. Alors Descartes a proposé un modèle qui était le modèle de l'animal-machine. Pour lui, les animaux, eh bien, n'étaient que des machines. Et voilà, il l'exprime très précisément, en disant que ce n'est rien d'autre qu'une machine perfectionnée, une horloge composée de pièces mécaniques et de ressorts. Et du coup, Descartes est considéré par certains, les cybernéticiens, comme un des ancêtres, effectivement, de la cybernétique, plus que Leibniz. Alors, bon, voilà un exemple, il ne reste plus qu'une version image, parce que
apparemment il a été volé ou détruit dans un incendie, qui était le canard de Vaucanson, qui représentait donc un canard mécanique qui pouvait avaler, digérer, expulser, voilà, ça marchait. Alors, ensuite, vous avez eu un autre philosophe et médecin, qui était de la Métrie, qui lui a été encore plus loin que Descartes. Descartes, c'était l'animal-machine, et de la Métrie, c'était l'homme-machine. Donc, bon, de la Métrie était aussi connu pour un autre ouvrage, donc L'Art de jouir, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'homme-machine, puisque, bon, est-ce que les machines peuvent jouir, c'est une autre affaire. Bon, donc, alors, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, bon, on s'est dit qu'on essaye de faire comme si on imitait le raisonnement des humains à l'aide d'ordinateurs. En fait, bon, c'est relativement faux, cette affaire. Bon, ici, Stéphane Malade, en sa leçon inaugurale à la chaire de sciences des données du Collège de France, expliquait qu'en fait, bon, l'IA, finalement, ne raisonne pas comme un individu. Donc, ce sont des algorithmes basés sur des calculs de distance, on se met dans des espaces, et ainsi de suite. Bon, et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup l'analogie, ne serait-ce que le terme des réseaux de neurones artificiels, bon, c'est de l'anthropomorphisme. Les réseaux de neurones artificiels ne fonctionnent pas comme le cerveau, ce n'est pas vrai. Et comme disait une collègue, les avions ne volent pas en battant des ailes comme les oiseaux, eh bien, les algorithmes ne fonctionnent pas exactement comme notre esprit. Alors, il est clair qu'à l'heure actuelle, tout devient IA. Donc, vous avez fait de l'IA sans le savoir, depuis pendant 50 ans à peu près. Effectivement, des méthodes, bon, la régression, maintenant, une régression, on va dire, c'est de l'IA. Bon, tout algorithme qui fait de la prédiction, c'est de l'IA. Donc, ça devient un petit peu galvaudé. Alors, peut-être qu'il faudrait préciser qu'il y a des aspects d'automatisation, donc dans l'intelligence artificielle. Alors, par rapport à d'autres méthodes plus classiques, mais on peut parfaitement, effectivement, imaginer que l'on va automatiser tout un ensemble de régressions ou autres. Alors bon, là, il y a des petits schémas, des beaux diagrammes de veines qui circulent, que vous pouvez voir sur, vous voyez, quelles sont les relations entre la science des données et l'intelligence artificielle. Donc, évidemment une intersection, et puis l'IA comprend l'apprentissage machine et l'apprentissage profond, qui n'en est qu'une partie. Et puis là, vous avez un autre schéma qui vous explique donc les liens entre la science des données, l'informatique, les maths, les stats, et puis les domaines d'application. Bon, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Alors, je consacre un petit peu de temps parce que je trouve que c'est amusant sur le plan historique, de voir quels sont les liens entre les réseaux de neurones et l'informatique. Alors, un des articles fondamentaux, c'est celui-ci, c'est celui de McCulloch et Pitts. Donc, McCulloch qui était un neurophysiologiste et Pitts était un logicien. Donc, ils ont publié un article qui est célèbre en 1943 sur la représentation donc de l'activité nerveuse, donc des neurones, avec des modèles mathématiques. Alors, donc voilà les schémas, les petits schémas des réseaux de neurones qu'il y avait dans leur article. Alors, bon, si on regarde bien, on peut retrouver ici la version moderne de ce qu'est un neurone avec des entrées, des sorties, une fonction d'activation. La fonction d'activation qu'ils utilisaient, c'était une fonction de type à seuil. C'est-à-dire que si bon, vous faites une combinaison des entrées, et puis si c'est supérieur à un certain seuil, vous avez donc un courant qui passe, et sinon vous n'en avez pas. Alors, c'était très intéressant. Il n'y avait pas de mécanisme d'apprentissage, simplement c'était une description donc d'un fonctionnement. Alors, les travaux de McCulloch et Pitts ont eu beaucoup d'influence, en particulier sur deux célébrités de l'époque, Norbert Wiener, qui est le père de la cybernétique, et von Neumann, donc on connaît pour quantité de choses, dont en particulier l'architecture des ordinateurs tels qu'on les utilise encore. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la cybernétique, mais vous voyez, ça c'est intéressant parce que le livre sur la cybernétique, en anglais, a été publié donc, à Paris par les éditions Hermann. Donc, ça a été publié simultanément au MIT, donc, et à Paris. Et donc, la cybernétique
Alors, cybernétique, alors, si vous avez le terme ici en grec, guberne, etc., ça a la même étymologie que gouvernail, c'est gouverner, diriger, etc. Et donc, bon, c'est sûr que la cybernétique n'est plus enseignée en tant que discipline, mais tout le monde parle de cyber-risque, cyberespace, ça c'est pour la science-fiction. Mais la cybersécurité, ça existe et de plus en plus. Alors, l'autre grand personnage dans cette affaire, c'est von Neumann, donc, qui est considéré comme le père de l'informatique et des ordinateurs modernes. Et donc, dans son papier First Draft, donc, un rapport sur l'EDVAC, qui a été le... Donc là, il n'a pas encore été construit, c'était le premier ordinateur binaire, à ne pas confondre avec l'ENIAC, qui était le premier ordinateur, mais calculé en décimales. Et von Neumann, eh bien, lui, s'est dit qu'il fallait construire donc, les circuits d'un ordinateur, donc la partie calcul, donc comme eh bien, le proposait donc McCulloch et Pitts. Donc, et c'est la seule référence que donne von Neumann dans son mémoire. Donc il y a une seule référence bibliographique, c'est l'article de McCulloch et Pitts. Alors, donc voilà une représentation de le fameux EDVAC, donc, qui a été mis en service en 49, mais qui n'a vraiment fonctionné qu'en 51, parce qu'il y avait des tas de problèmes de réglage. Alors, bon, bah, voilà, en termes, bon, il pesait, combien c'est, il pesait presque 8 tonnes, il occupait une surface de 45 mètres carrés, et tout ça pour une mémoire qui sera actuellement de 5,5 kilo-octets. Hein, pas grand-chose. Vous voyez, il fallait 3 équipes de 30 personnes qui se succèdent en continu pour le faire marcher. Oui, alors, oubliez, 56 kW de puissance installée. Bien. Alors, un autre grand nom, bon, c'est Turing, je ne vais pas m'étendre sur lui, mais Turing avait aussi travaillé sur des représentations, vous voyez, avec des réseaux, comme ceci. Alors ça, c'est un papier qui a été déclassifié, qui a été retrouvé donc seulement en 1968, parce que vous savez que tous les travaux de Turing, pratiquement quand il était à Bletchley Park, donc dans le centre de l'armée anglaise consacré à briser les codes de l'armée allemande, donc tous ces travaux, et il en reste encore, ont été classifiés. Donc on a déclassifié ça récemment et on a trouvé qu'il s'était intéressé effectivement donc, vous voyez, s'il y avait des machineries donc, à base de réseaux de neurones. Alors bon, il y a eu quelques petits problèmes avec McCulloch et Pitts. Il n'aimait pas McCulloch, qui est considéré comme un charlatan. Et puis Norbert Wiener. Alors Norbert Wiener, c'était un personnage aussi assez extraordinaire, un enfant prodige. Il a eu son doctorat avant 18 ans, donc à Harvard, c'est pas mal. Et bon, il prétendait descendre de Maïmonide. Donc, bon. Alors, il y a eu une sombre histoire, c'est que, bon, après une période, si on peut dire, de grand amour, 1945, où il disait que Pitts est certainement le meilleur jeune savant que j'ai jamais rencontré, parce qu'il était originaire. Et puis d'un seul coup, en 1952, il a dit « Je ne veux plus jamais entendre parler de ces gens-là. Maintenant, c'est votre problème. » Alors, Pitts en est devenu malade, il a brûlé tous ses papiers, et il est mort d'une cirrhose du foie parce qu'il était devenu complètement alcoolique. Il avait moins de résistance que McCulloch, qui avait 20 ans de plus. Bon. Alors, l'histoire a été dévoilée il n'y a pas longtemps, en 2005. Il semblerait que ce soit l'épouse de Norbert Wiener qui ait débiné McCulloch auprès de son mari, parce qu'elle détestait McCulloch, parce que bon, c'était un bohème, et elle voulait tenir un rang important dans la société. Et donc, elle a déclaré à son mari qu'en fait, McCulloch et les jeunes chercheurs avaient fait des avances donc, à leur fille aînée quelques années avant. Et donc, Wiener a dit plus question, je ne veux plus voir. Voilà. Bien, alors, continuons. Un autre grand nom du collectionnisme, c'est Frank Rosenblatt, donc, qui est l'inventeur du perceptron. Alors, vous connaissez tous le perceptron multicouche, si vous avez fait un peu de réseau de neurones. Donc, le perceptron, c'est un algorithme qui servait à faire de la classification supervisée, donc essentiellement pour faire de la reconnaissance d'images, pour savoir si vous avez
une image de quelque chose ou d'autre chose. Mais voilà, ça c'est le fameux article, un modèle probabiliste pour le stockage de l'information et son organisation dans le cerveau. Donc on retrouve ce côté neurophysiologiste. Bon, Frank Rosenblatt était un psychologue. Et donc, mais c'était aussi une machine. Voilà la machine de Rosenblatt, voilà le fameux perceptron, donc, que l'on peut voir à Washington, dans le Smithsonian Institute. Là aussi, c'était ouais, tout ça pour juste pour classer eh bien, des images. Alors voilà, donc 400 cellules photoélectriques, il y avait une espèce de d'œil artificiel, donc simulant une rétine, une couche de 512 unités, la couche intermédiaire, donc c'est déjà le perceptron multicouche, et une couche de sortie avec 8 unités. Et donc voilà la machine qui, elle aussi, pesait quelques tonnes. Alors, je ne vais pas consacrer trop de temps, parce que, pas que je déborde, sur le perceptron, l'algorithme du perceptron, donc, c'est en fait ce qu'on a appelé la première machine à apprendre, donc un premier algorithme qui fonctionnait par apprentissage. Donc, il s'agissait de classer, on va dire, des données binaires, ça peut être plus 1, moins 1, 0 ou 1, comme vous voulez, puis vous avez les prédicteurs. Et puis ce qui va se passer, c'était un exemple d'algorithme stochastique. Donc on commençait par, si vous avez 2 points dans l'espace, c'est facile de trouver une droite qui les sépare. Ensuite, vous avez il y en a plusieurs, hein. Ça c'est pas un problème, si c'est un problème. Mais, ensuite, vous avez un nouveau point qui arrive. Alors s'il est du même côté, s'il est du bon côté, on ne touche rien. Si l'autre point change par rapport à la droite de séparation, eh bien vous allez bouger la droite de séparation, et ainsi de suite. Donc voilà une espèce de tentative d'illustration. Il faudrait faire un peu d'animation, mais donc au fur et à mesure que les points arrivent, eh bien on va modifier en quelque sorte la frontière. Alors vous faites ça une fois, et puis vous recommencez, ainsi de suite, en se disant, est-ce que on espère que ça converge? Eh ben non, ça converge pas. Donc le problème, si il y a séparabilité, ça converge, mais vous avez une infinité de solutions, parce que vous pouvez avoir une infinité de frontières. Vous voyez, dans ce cas-là, vous avez un exemple dans lequel vous avez une infinité de frontières qui séparent les points rouges des points bleus. Et puis, s'il n'y a pas de séparation linéaire, eh bien, ça ne converge pas. Donc, et effectivement, donc, il y a des cas où ça ne marche pas. Alors, il y a eu à ce moment-là ce qu'on a appelé le premier hiver de l'intelligence artificielle, après donc un enthousiasme sur ces méthodes. Eh bien, il y a eu un livre qui a été mal lu, d'ailleurs. C'est le livre de Minsky et Papert, donc, oui, qui est un livre extrêmement intéressant. Mais les gens qui ne l'ont pas lu, ils sont juste focalisés sur le fait que le perceptron de Rosenblatt n'était pas capable de distinguer, de simuler en quelque sorte le ou exclusif comme fonction. Parce que le ou exclusif, bien, vous voyez, c'est quelque chose qui est comme ça. Donc le ou exclusif, il est là. Et donc, et là, là où c'est faux, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de séparateur linéaire entre les croix vertes et les traits rouges. Bon, ceci étant, il suffit de rajouter une couche supplémentaire pour qu'on puisse faire un séparateur non linéaire. Mais ça, effectivement, les gens ne l'ont pas vu et on en profitait pour couper les crédits. Donc, des gens qui faisaient des réseaux de neurones. Bon, alors, donc, il y a eu ce qu'on peut qualifier d'une histoire assez mouvementée. Donc, ça a duré une dizaine d'années, ce premier hiver. Donc, le connexionnisme a été abandonné jusqu'aux années 80. Ensuite, dans les années 80, bon, on va dire la décennie qui a suivi, il y a eu à la fois donc, les systèmes experts, donc l'IA symbolique qui s'est énormément développée, et puis il y a eu une renaissance des réseaux de neurones avec de nouveaux algorithmes, en particulier le fameux algorithme de rétropropagation du gradient qui permet d'estimer donc de façon suffisante les paramètres de ces modèles qui sont ultra paramétrés. Et puis il y a eu des premiers succès en matière de reconnaissance de caractères. Alors ensuite, il y a eu à nouveau une période qu'on a appelée le deuxième hiver, qui a duré un peu moins de 10 ans cette fois-ci,
où bon, finalement, il y a eu des grosses déceptions. Les réseaux de neurones c'était devenu extrêmement complexe, et difficile à coder. Il fallait des experts pour les faire marcher. Donc, il y avait le petit tour de main pour optimiser les paramètres. Et donc, bon, ça c'est sorti un petit peu de l'esprit des gens. Et c'est le moment où le machine learning, eh bien, s'est développé avec en particulier l'apparition des machines à support vecteur, les SVM, donc qui ont été développées par Vladimir Vepnik et une Française, Isabelle Guyon, et donc qui reposaient sur des algorithmes d'optimisation mathématique qui plaisaient beaucoup plus aux mathématiciens. En tout cas, moi, ça me plaisait beaucoup plus. Au moins, c'était très propre, on savait ce qu'on faisait, c'était très joli. Bon. Et donc, il y a eu un grand succès. Alors, bon, pour l'instant là, il y avait quand même des gens qui travaillaient, ceux qui ont entendu parler des cartes de Cohen pour faire la classification, c'était aussi de cette époque. Et puis, il y a eu, après, toute une période, jusqu'à pratiquement au début des années 2000, où on n'entendait plus parler d'IA. Le terme même d'IA était tourné un peu en ridicule. Je sais que dans les équipes, quand je suis arrivé au CNAM, il y avait quelqu'un qui faisait encore de l'IA et tout le monde se moquait de lui. On disait, bon, alors tu veux pas arrêter de parler d'IA. Ça, c'est bon pour les auteurs de science-fiction. Donc le terme n'était même plus utilisé. Les gens avaient honte de dire qu'on faisait de l'IA. Bon, à part quelques personnalités qui faisaient encore de l'IA symbolique, qui faisaient donc le calcul des règles. Alors ensuite, il y a eu, il y avait quand même des gens qui n'avaient pas abandonné, comme le fameux trio, la Benjo, Hinton et Lequin, donc qui ont eu donc le prix Turing, voilà, en 2018. Eux, ils n'avaient pas abandonné l'histoire et ils avaient perfectionné leurs algorithmes. Et surtout, c'est que comme ils l'ont avoué eux-mêmes, donc ça c'est une interview de Lequin dans Le Monde du 10 juin 2015, donc avant qu'il ait prix Turing d'ailleurs, en disant, bah voilà, les réseaux de neurones ont une mauvaise image, eh bien, on va changer le nom. Donc, ils ont appelé ça entre eux, ils ont dit, voilà, c'est la conspiration du deep learning. Et donc, on ne sait pas qui l'a inventé, en tout cas, c'est efficace. Donc, le deep learning a remplacé les réseaux de neurones, alors que finalement, ce ne sont jamais que des réseaux de neurones avec énormément de couches et des systèmes un peu plus complexes qu'avant. Donc, voilà, grand succès donc, pour le deep learning, qui est venu donc, aux trois auteurs que vous voyez ici, donc le prix Turing, en 2018. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont percé parce qu'ils ont remporté avec leurs algorithmes des compétitions en matière de reconnaissance d'image et de reconnaissance de texte. Ils ont écrasé à plat de couture les algorithmes existants. Et du coup, tout le monde s'est mis à nouveau à s'intéresser donc au connexionnisme, donc au réseau de neurones. Alors, tout cela est dû, bien sûr, à bon, l'intelligence artificielle des trois individus, et puis aussi à des changements technologiques très importants. Donc, à la fois l'utilisation de processeurs très puissants qui n'avaient pas été faits pour ça, les processeurs graphiques, les GPU, c'était ce qu'on trouve dans les cartes graphiques pour les jeux vidéo. On s'est aperçu que ces processeurs permettaient de faire des produits scalaires très vite, donc de faire de l'algèbre binaire, de faire plein de calculs. Donc c'était extrêmement puissant. Et puis des bases de données immenses, des capacités de stockage pour faire de l'apprentissage. Bien, alors, bon, pour la petite histoire, un truc amusant, le livre, un des très bons livres sur le deep learning, a été traduit automatiquement par un algorithme de deep learning qui s'appelle DeepL. Donc, et donc, en 12 heures, donc, ce livre de 800 pages a été traduit. Bon, il y a eu quand même une petite relecture après, mais oui, on n'était pas encore à l'époque de ChatGPT, mais presque. Bien, alors, bon, il y a eu tout un tas de débats, de controverses entre statisticiens et vent des réseaux de neurones, le connexionnisme aussi contre l'IA symbolique. Le machine learning
bon, les paradigmes étaient quand même assez particuliers, puisque il y a eu les grands débats, donc il y a eu l'article de Breiman disant, finalement, en machine learning, est-ce qu'on a besoin de comprendre? Non, pas forcément. Ce qu'on veut, c'est prédire avec la meilleure précision possible. Donc, tu dis, bon, finalement, il y a deux types de statistiques. Il y a les statisticiens qui cherchent des modèles pour représenter le monde, et puis il y a ceux qui cherchent à faire de la prévision. C'est pas pareil. Donc, parler donc les deux écoles en matière de statistique. Et Vapnik en avait rajouté une couche en disant, effectivement, que certaines fois, on trouve des meilleurs modèles, eh bien, en évitant délibérément de reproduire les vrais mécanismes qui ont produit les données. Donc, oui, c'est des débats qui ne sont pas tout à fait finis, d'ailleurs. Alors, bon, ça s'est traduit par des ouvrages, donc un qui est en français, donc oui, le 97, qui avait suivi de peu un article, un livre qui avait été édité par Jérôme Freeman, en particulier, et Cherkassky, sur, vous voyez, de la statistique au réseau de neurones. Donc, il y avait déjà donc, des travaux là-dessus. Alors, une chose importante qu'a porté le machine learning, enfin, c'est mon point de vue à la statistique, c'est de faire systématiquement une séparation entre ensemble d'apprentissage et ensemble de tests. Une méthode de prévision ne marche bien que si on l'applique à de nouvelles données, et pas seulement aux données que l'on a. Eh bien, ça a l'air de rien, cette idée, mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Pendant longtemps, bah, on disait, OK, j'ai une régression, elle est très bien parce que je vais un peu de temps. Et puis, si on cherche à l'appliquer à des nouvelles données, bah, il y en a qui ne se posaient même pas la question. Pourquoi l'appliquer à de nouvelles données? On a le modèle. Ça reste encore le cas en économétrie. Bon, il n'y a pas d'économètre parmi vous, je pense. Si? Pardon. Bon, mais ça reste vrai. Cette notion d'échantillon test est une notion qui reste encore largement étrangère à un certain nombre de disciplines. Bon, donc, alors, évidemment, on y avait pensé avant, la validation croisée, le leave one out, c'était plus ancien encore, mais bon. OK. Alors, l'IA en France, bon, on peut en parler, puisqu'on fait un petit panorama historique. C'est une histoire assez ancienne, hein. Il y avait des gens qui travaillaient déjà sur le sujet dans les années 80, avec des échanges très suivis avec des chercheurs américains en 85. Donc, vous voyez, les premiers chercheurs qui étaient les élèves alors, soit c'était Philippe Dreyfus à l'ESPCI, il y avait Marc Mézard à l'ENS, il en est devenu d'ailleurs le directeur, François Sogelman qui était à Orsay. Donc, après, il y a la deuxième génération, ça c'est la première génération. Après, la deuxième génération, bah, c'est ceux qui ont passé leur thèse avec, donc comme Yann Lequin, Isabelle Guyon, Léon Betou, qui avaient la particularité d'être à la fois des universitaires, mais en même temps des créateurs de ce qu'on n'appelait pas encore de start-up. C'était bien ça. Donc, ils ont créé des sociétés. Et comme disait récemment Léon Betou, les chercheurs français ont toujours été présents dans l'IA, même quand le sujet n'était pas à la mode. Il dit que c'est probablement lié à la liberté dont ils bénéficient. Bon. Et il n'a pas ajouté, malgré le peu de financement qu'ils avaient. Bon, c'est une autre affaire. Alors bon, voilà quelques témoignages d'ouvrages qui a été publié, oui, dans les années 80 avec des collègues français. Alors, on parlait un peu des défis. Alors, il y a des succès extraordinaires, vous les connaissez. Bon, il y a des cas où ça marche pas si bien que ça. En particulier en apprentissage non supervisé, ou même, ça devient difficile. Et puis bon, fameux exemple, il faut peut-être un petit enfant, une fois qu'il a vu 3 chats, il est capable de reconnaître un chat. Donc pour un ordinateur, c'est plus compliqué. Pour un programme, le chat de Gallup, est-ce qu'il va être reconnu comme un chat facilement par un logiciel, un système d'apprentissage? Il faut l'entraîner avec des milliers et des milliers d'exemples. Bon. Donc là, l'IA, qui sait très bien faire un certain nombre de tâches très précises, a du mal à réaliser des tâches que nous faisons.
Donc pour ça, il faut des milliers et des milliers de données d'apprentissage. Il faut des réseaux extrêmement complexes. Et là, il est sûr qu'on est loin d'atteindre, pour un certain nombre de choses, les performances de notre petit cerveau, qui ne consomme que à peu près 20 watts, ce qui n'est pas grand-chose. Bien, alors, et puis vous avez des cas, donc alors ça c'est les réseaux adversariaux qui ont été développés à partir d'un certain nombre d'expériences, parce que les grands réseaux de neurones, les algorithmes d'apprentissage, utilisent des quantités phénoménales de paramètres. Donc on ajuste des modèles avec des millions, voire des centaines de millions de paramètres. Et donc on a pu montrer qu'il suffisait de changer un pixel. Vous voyez les petits points blancs là qui sont là, c'est les pixels, on a pris un pixel, on l'a changé de couleur. Et là par exemple, si vous changez, ça c'est des images de bateaux, alors bon les images sont exprès mauvaises, elles sont un peu floues, sinon ça ne marcherait pas aussi bien. Donc vous voyez, si vous mettez un pixel blanc ici, bah, ce bateau va être classé comme une automobile. De même, ce cheval, vous mettez un pixel noir ici, bah, il va être classé comme une grenouille avec 99,9% de probabilité. Donc, vous voyez, c'est les fameux one pixel attack, donc qui affolent les réseaux de neurones profonds. Donc, on a des soucis du point de vue technique. Et puis, maintenant, ça c'est les gros enjeux dont on parle maintenant, bien c'est que les utilisations jugées non éthiques alors de l'IA ou plus généralement des algorithmes. Alors bon, il y a le livre de Cathy O'Neil qui est sans doute le plus connu, qui s'appelle Les armes de destruction massive, mais massive au sens de math en anglais. Bon, qui a été traduit en français. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut faire attention. Il y a des utilisations qui ne sont pas éthiques, donc comme les attributions de prêts qui vont discriminer des individus, la justice prédictive qui va condamner plus facilement, en tout cas aux États-Unis, les personnes de couleur que d'autres, et ainsi de suite. La reconnaissance faciale qui ne marche pas, voilà, un fameux exemple. Donc, qui a été publié, ouais, c'est donc un algorithme de Google qui taguait donc les images de personnes de couleur comme des gorilles. Bon, et puis il y en a plein d'autres. Les applis de recrutement d'Amazon qui recommandaient toujours des hommes et jamais des femmes. Bon. Alors, et là, on commence à comprendre peut-être un peu pourquoi. C'est parce que dans les annonces, on parle beaucoup, alors, y revenir là-dessus, on parle beaucoup des biais des algorithmes. Mais les algorithmes, ils font ce qu'on leur dit de faire. On leur demande à les algorithmes de classer avec un maximum de précision des données, par exemple, en deux groupes. Bon, bah, si on leur donne à apprendre uniquement avec, par exemple, des offres d'emploi qui concernent des hommes bien payés, eh bien, bon, bah, les femmes ne seront jamais classées dans ces offres-là. Bien, donc, alors oui, ce que je disais, les biais des algorithmes, en fait, ne font que reproduire les biais des données. Donc, il y a les biais statistiques, que vous connaissez, évidemment. Si vous avez des échantillons qui ne sont pas représentatifs, on se basera là-dessus. Donc, il peut y avoir des données manquantes, des biais de sélection. Les demandes de prêt, bon, c'est assez classique, cette affaire-là. Comment ça marche? Une banque, bon, ça fait des dizaines d'années que les banques ont des algorithmes pour savoir si on accorde un prêt à un emprunteur potentiel ou pas. Donc pour ça, ben, ils ont des bases de données en disant, voilà, les gens qui ont bien remboursé leur mensualité régulièrement ou qui ne les ont pas remboursées. Le problème, c'est que ces données elles sont biaisées. Il y a un biais de sélection puisque vous n'avez forcément dans les données disponibles que les individus à qui on a accordé un prêt. Et ceux à qui on ne l'a pas accordé, ben, mystère, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'ils seraient devenus si on leur avait accordé le prêt.
Bon. Et donc, du coup, bah, vous avez les données biaisées, et il n'y a rien à faire. Un biais de sélection, on a beau faire des beaux modèles, mais tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas. Alors, les taux de criminalité, bon, vous avez des inégalités dans le jugement, des structures sociales qui diffèrent, etc. Alors, je vous recommande donc la lecture de du volume 10, numéro 3 de la revue Statistique et Société, une des revues de la SFDS, donc qui est consacrée à l'équité, donc en apprentissage automatique. Donc il y a un certain nombre d'articles sur ce sujet, bon, dont le mien d'ailleurs. Bon, passons. Alors, du coup, on voit fleurir un très grand nombre de codes. Donc, parce que le grand sujet maintenant, c'est pour que l'IA marche, il faut que le public, au sens le plus large, ait confiance dans l'IA. Donc, il y a beaucoup de travaux sur pour une IA de confiance. Ça, c'était un des slogans, une des ambitions, effectivement, de l'Union européenne. Donc, vous avez un grand nombre de codes, de déclarations d'éthique, dont, par exemple, le RGPD, il y a bientôt le Digital Service Act, le Digital Market Act, bon, tout un tas de codes de bonne conduite et puis de réglementation pour faire de la régulation. Donc, dans quelques semaines ou quelques mois, on aura l'acte européen sur l'intelligence artificielle. Donc, on discute encore actuellement, justement. Est-ce qu'on va demander à ce que les outils d'IA générative indique que ce qui est engendré, ça vient d'un algorithme, que c'est pas vrai. Bon, euh, ça ça sort si on peut dire, des presses de Joe Biden. Ça vient de sortir. Donc c'est donc publié par le gouvernement américain. C'est voilà une déclaration des droits en intelligence artificielle. Alors derrière tout ça, il y a une exigence. On demande à comprendre. Ça, c'est le droit à une explication. Le droit à une explication. Bon, donc, alors, pourquoi est-ce que c'est aussi important? On peut se poser la question. Tous les jours, on utilise des outils dont on ne comprend pas vraiment le fonctionnement, que ce soit des voitures, des smartphones ou des postes de télé. Mais vous avez quand même, dans certains cas, vous avez des décisions qui, comme on dit, impactent la vie des gens. Et là, pour ça, eh bien, on demande à comprendre. Et donc, il y a maintenant tout un mouvement qui se développe sur l'IA explicable, XAI en anglais. Et donc, l'idée, c'est à l'aide à nouveau d'algorithmes de pouvoir expliquer. Alors, ça peut être a posteriori, ça peut être a priori. Donc, on veut une IA explicable. Alors, il y a des débats sur est-ce qu'on veut une IA explicable, c'est-à-dire qu'on peut expliquer a posteriori les décisions, donc en quelque sorte ouvrir la boîte noire, et puis il y a l'IA interprétable où les algorithmes seraient déjà interprétables par nature. Alors, je vous signale, je vous invite à regarder les travaux de Cynthia Rudin, qui vient de remporter un prix d'1 million de dollars pour ses travaux sur, effectivement, l'IA explicable. Donc, ça, c'était bon, il y a 2 ans. Alors, et puis, effectivement, l'IA générative, elle produit ce qu'on peut appeler des hallucinations. Alors, je me suis amusé à demander, bon, manque de modestie certainement, à ChatGPT, de dire, bon, qui est Gilbert Savorta? Bon, alors ça commençait bien, est un statisticien, mathématicien, bon, déjà, je ne suis pas matheux, je ne suis qu'un statisticien qui a travaillé dans différents domaines, la théorie de la décision, bon, si on veut, la théorie de l'information, certainement pas. Il est connu pour ses travaux sur la théorie de la décision multicritère, ça serait un des fondateurs de l'école de statistique des phénomènes complexes en France, ça, bravo, et il est mort en 2018. Mais son travail continue d'être cité. Mais bon, quand même, il exagère un peu. Je recommence, vous savez, parce qu'à chaque fois que je vous propose la question, il va vous donner une réponse différente. C'est pas un moteur de recherche. Hein. Il invente des phrases. Enfin, il invente. Oui, il invente. Alors, là, maintenant, je suis devenu un écrivain essayiste français, né à Alger et mort à Marseille.
j'étais encore mort. Membre influent de l'école structuraliste, ça c'est quand même assez flatteur, connu pour son travail sur la littérature comparée, et j'ai été professeur, enfin il a été professeur à l'université de Paris-Sorbonne et à Marseille. Et bon, quand même. Bon, alors ensuite, bon, je leur demandais, bon, du coup, après, bon, je suis devenu connu pour mes traductions de l'anglais et de l'espagnol vers le français, etc. Bon, donc, vous voyez quand même, l'IA pose des problèmes. Alors, parmi les défis, bon, il y a aussi les défis environnementaux, donc les coûts exorbitants de l'apprentissage. Donc, GPT-3 a coûté des millions de dollars, a demandé donc une puissance électrique supérieure à 4 gigawattheures, donc pour arriver à traiter tout le web jusqu'en 2000, c'était en 2021. Bon, et bien entendu, émissions de CO2, on n'en parle pas. Et en plus, il y a d'autres aspects humains qui sont un peu moins connus. C'est que pour que ça marche, eh bien, il a fallu utiliser donc des milliers de travailleurs mal payés pour vérifier que ce que produisait ChatGPT, bah, c'était des contenus qui étaient publiables, qu'il n'y avait pas de choses violentes, dangereuses, et ainsi de suite. Et donc, des travailleurs qui ont eu beaucoup de mal parce qu'il fallait quand ils avaient des contenus qui étaient affreux, bah, que ce soit aussi des images, bah, il fallait qu'ils voient tout ça. Et donc, il y en a beaucoup qui avaient des problèmes. Bon, puis encore un article, les petites mains de l'IA, donc là, ça. Alors, bon, sur ce, je termine. Quelques lectures. Bon, la première que j'aime bien, l'intelligence artificielle n'existe pas, au sens où ce n'est pas de l'intelligence. Et c'est pas n'importe qui dit ça, c'est Luc Julia, qui est un inventeur de Siri, l'avant conversationnel, et qui est maintenant le directeur de la recherche du groupe Renault. Bon, les Gaëtan Sipel, et puis le dernier petit bouquin, donc j'ai gentiment fait la pub. Et puis, si vous voulez tout savoir, enfin pas tout, c'est impossible, sur ChatGPT, plutôt que de lui demander à ChatGPT, il y a ce rapport qui vient de sortir il y a 15 jours, donc du Hub Francia sur usage, impact et recommandations de ChatGPT. Merci pour votre attention.